Les esclaves blancs dans l'Amérique ancienne et la Grande-Bretagne industrielle. En 1997, le Premier ministre australien, Paul Keating, a manqué de respect envers la reine Elisabeth II lors de sa visite d'État. En réponse, Terry Dick, membre conservateur du Parlement britannique, a déclaré « C'est un pays d'ex-détenus, alors nous ne devrions pas être surpris par la grossièreté de leur Premier ministre. » Une telle insulte serait considérée comme impensable si elle était prononcée contre toute autre classe ou race de personnes, mais pas pour les descendants de l'esclavage blanc. La remarque de Dick n'est pas seulement offensante, elle est ignorante et fausse. La plupart des condamnés australiens furent envoyés en servitude pour des crimes tels que voler 7 mètres de dentelle, couper des arbres dans la propriété d'un aristocrate ou braconner des moutons pour nourrir une famille affamée. Le mépris arrogant de l'aristocratie pour l'Holocauste des Blancs pauvres et ouvriers en Grande-Bretagne continue aujourd'hui parce que l'histoire de cette époque a été presque complètement extirpée de notre mémoire collective. Lorsque l'existence de la servitude blanche en Amérique est reconnue, elle est presque toujours qualifiée de servitude sous contrat, temporaire ou faisant partie du commerce des forçats qui, après la Révolution de 1776, était centrée sur l'Australie plutôt que sur l'Amérique. Le nombre de condamnés, transportés en Amérique en vertu de la loi Waltham de 1723, se monte peut-être à 100 000. Les serviteurs sous contrat, qui après avoir purgé une petite période de 4 à 7 ans en polissant l'argenterie et la porcelaine du maître, ont pu prendre leur place dans la haute société coloniale, représentaient une fraction minuscule des centaines de milliers d'esclaves blancs méconnus qui ont travaillé jusqu'à la mort dans ce pays à partir du début du XVIIe siècle. Pratiquement la moitié de tous les arrivants dans les colonies américaines étaient des esclaves blancs et ils étaient les premiers esclaves de l'Amérique. Ces blancs étaient des esclaves à vie, bien avant que les noirs ne l'aient jamais été. Cet esclavage était même héréditaire. Les enfants blancs nés d'esclaves blancs étaient aussi asservis. Les blancs étaient vendus aux enchères sur l'estrade, avec des enfants séparés de leurs parents et des épouses séparées de leurs maris. Les propriétaires fonciers noirs, libres, se pavanaient dans les rues des villes du nord et du sud des États-Unis, tandis que les esclaves blancs travaillaient à mort dans les sucreries de la Barbade, de la Jamaïque et dans les plantations de Virginie. L'establishment a créé le terme impropre de servitude sous contrat, pour expliquer et minimiser le fait de l'esclavage blanc. Mais les blancs liés par contrat au début de l'Amérique se désignaient eux-mêmes comme esclaves. Les 9/10 de l'esclavage blanc en Amérique étaient pratiqués sans aucune forme d'engagement, mais selon la soi-disant coutume du pays, qui était l'esclavage à vie administré par les marchands d'esclaves, blancs eux-mêmes. Dans les lois de George Sandys, trésorier de la colonie de Virginie, les blancs ont été asservis pour toujours. George Sandys a laissé ses serviteurs mourir de faim et languir faute de traitement médical, encyclopediavirginia.org, NDT. Le service des Blancs liés au Berkeley's Woodbred, une colonie en Virginie, était réputé perpétuel. Ces récits ont été contrôlés dans les ouvrages de référence standards, tels que le livre inénarrable d'Abbott Emerson Smith, Colonist in Bondage. Je défie n'importe quel chercheur d'étudier l'Amérique coloniale du XVIIe siècle, en analysant les documents, le jargon et les statuts des chercheurs des deux côtés de l'Atlantique et il découvrira que l'esclavage blanc était une opération beaucoup plus vaste que l'esclavage noir. C'est à partir du XVIIIe siècle que l'on commence à trouver plus de servitude sur la base d'un contrat. Mais même à cette époque, il y avait des enlèvements d'anglo-saxons pour l'esclavage, ainsi que des condamnés à l'esclavage. En 1855, Frederick Law Olmsted, l'architecte paysagiste qui a conçu le Central Park de New York, était en voyage d'agrément en Alabama et a vu des balles de coton jetées d'une hauteur considérable dans la cale d'un cargo. Les hommes jetant les balles quelque peu imprudemment dans la cale étaient des nègres, les hommes dans la cale étaient irlandais. Olmsted s'est renseigné à ce sujet auprès d'un marin. « Oh, dit le marin, les nègres valent trop cher pour être risqués ici. » S'il n'est pas dit, terme péjoratif pour irlandais, tombe à l'eau ou se font casser le dos, personne ne perd rien. Avant que les esclavagistes britanniques ne voyagent sur la côte ouest de l'Afrique pour acheter des esclaves noirs aux chefs africains, ils vendaient en esclavage leurs propres classes ouvrières blanches, les pauvres excédentaires, comme on les appelait, des rues et des villes d'Angleterre. Des dizaines de milliers de ces esclaves blancs ont été kidnappés. En fait, l'origine même des mots kidnapper et kidnapped, le vol d'enfants blancs pour l'asservissement. Selon le English Dictionary of the Underworld, sous la rubrique kidnapper, on trouve la définition suivante, un voleur d'êtres humains, spécialement des enfants. À l'origine, ils étaient destinés à l'exportation vers les plantations de l'Amérique du Nord. Le centre du commerce des enfants esclaves était dans les villes portuaires de Grande-Bretagne et d'Écosse, selon Van der Zee, dans son livre Boondover, page 210. Des gangs, loués par des marchands locaux, parcouraient les rues, saisissant par la force les garçons, qui semblaient être des sujets appropriés pour la traite des esclaves.
Les enfants étaient conduits en troupeau à travers la ville et confinés dans des granges à la campagne, avant d'être expédiés. À Aberdeen, les gens évitaient d'amener des enfants dans la ville de peur qu'ils ne soient volés. Et la collusion des marchands, des expéditeurs, des fournisseurs et même des magistrats était si répandue que l'homme qui l'évoquait devait se rétracter et quitter rapidement la ville. Guillemets fermant. Les esclaves blancs transportés aux colonies ont subi une mortalité stupéfiante au XVIIe et XVIIIe siècle. Pendant le voyage en Amérique, il était habituel de garder les esclaves blancs sous le pont, pendant tout le voyage qui durait de 9 à 12 semaines. Un esclave blanc était confiné dans un trou de moins de 5 mètres de long, enchaîné avec 50 autres hommes à une planche, avec un collier cadenassé autour du cou. Les semaines de confinement sous le pont dans la cale étouffante du navire provoquaient souvent des épidémies de maladies contagieuses qui balayaient la cargaison de fret blanc enchaînée dans les entrailles du navire. Les vaisseaux transportant des esclaves blancs vers l'Amérique en perdaient souvent la moitié. Selon l'historien Sharon Wesselinger, des données éparses révèlent que, à certains moments, la mortalité des esclaves blancs égalait celle des esclaves noirs dans le passage du milieu, trajet du commerce triangulaire d'esclaves dans l'Atlantique, et pendant d'autres périodes dépassait en réalité le taux de mortalité des noirs. Salinger rapporte un taux de mortalité de 10 à 20% pour tout le XVIIIe siècle pour les esclaves noirs à bord des navires en route vers l'Amérique, comparé à un taux de mortalité de 25% pour les esclaves blancs en route vers la même destination. Foster Erdul écrit dans La Born in America, A History, que ce soit des condamnés, des enfants courageux de la campagne ou des prisonniers politiques, les esclaves blancs éprouvaient des malaises et des souffrances pendant leur traversée de l'Atlantique, qui correspondaient aux épreuves cruelles subies par les esclaves noirs sur le fameux passage du milieu. Erdul dit que les blancs ont été conduits sans discernement à bord de Guineamen, navire conçu pour le trafic d'esclaves, NDT, souvent jusqu'à 300 passagers, sur de petits bateaux supportant moins de 200 tonnes et insalubres. Le taux de mortalité était parfois aussi élevé que la moitié, et les jeunes enfants ont rarement survécu aux horreurs d'un voyage, qui pouvait durer de 7 à 12 semaines. L'investigateur indépendant Abelis écrit dans The Argosy au sujet du transport des esclaves blancs, la cargaison humaine, dans laquelle beaucoup de personnes étaient encore tourmentées par des blessures non cicatrisées, ne pouvait pas se coucher à volonté sans s'allonger les uns sur les autres. Ils n'ont jamais été autorisés à aller sur le pont. Les coutilles étaient constamment surveillées par des sentinelles armées de bâtons et de gaffes. Dans les cachots, à fond de cale, régnait l'obscurité, la puanteur, la lamentation, la maladie et la mort. Marcus Jernegan décrit la cupidité des capitaines, qui a causé d'horribles pertes en vie humaine, pour les esclaves blancs transportés en Amérique. Le voyage répétait souvent les horreurs du fameux « passage du milieu » pour l'esclavage. Une cargaison moyenne était de 300, mais le capitaine, pour plus de profit, en entassait parfois 600 dans un petit vaisseau. La mortalité dans de telles circonstances était énorme, parfois plus de la moitié. Mittel Berger, un témoin oculaire, dit qu'il a vu 32 enfants jetés dans l'océan pendant un voyage. Warren B. Smith poursuit, écrivant dans White Servitude dans Colonial South Carolina. Les entreprises mercantiles, en tant qu'importateurs de serviteurs blancs, ne faisaient pas trop attention à leur traitement, car le but le plus important de la transaction était d'envoyer des navires en Caroline du Sud, pour amener ensuite des produits locaux en Europe. Par conséquent, les Irlandais, ainsi que d'autres, ont beaucoup souffert. C'était presque comme si les marchands britanniques avaient redirigé leurs navires de la côte africaine vers la côte irlandaise, avec les serviteurs blancs traités de la même manière que les esclaves africains. Une étude du passage du milieu pour les esclaves blancs a été incluse dans une pétition parlementaire de 1659. Elle a rapporté que les esclaves blancs ont été enfermés sous le pont pendant 2 semaines alors que le bateau d'esclaves était encore au port. Une fois en route, ils étaient pendant tout le voyage enfermés sous les ponts, parmi les chevaux. Ils étaient enchaînés de leurs jambes à leur cou. Les universitaires qui insistent sur le fait que l'esclavage est une condition raciale exclusive des Noirs oublient, ou omettent délibérément le fait, que le mot esclave faisait à l'origine référence aux Blancs d'origine est-européenne, les Slaves, de latin médiéval sclavus signifiant slave au 7e siècle et prenant le sens de esclave au 10e siècle, NDT, Crédit Dictionnaire. En outre, au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne et en Amérique, la révolution industrielle a construit les usines, dont les premiers ouvriers étaient des enfants blancs misérablement opprimés dès l'âge de 6 ans. Ils étaient enfermés dans les usines pendant 16 heures par jour et mutilés par les machineries primitives. Les mains et les bras étaient régulièrement déchiquetés. Les petites filles avaient souvent les cheveux pris dans la machinerie et étaient scalpées du front jusqu'à l'arrière du cou. Les enfants blancs blessés et estropiés dans les usines étaient renvoyés sans compensation d'aucune sorte et laissés à mourir de leurs blessures.
Les enfants en retard au travail ou endormis étaient battus avec des barres de fer. De peur d'imaginer que ces horreurs se limitaient aux premières années de la révolution industrielle britannique, il faut savoir qu'en Amérique, les enfants blancs de 8 à 10 ans travaillaient durement dans des usines et des mines misérables jusqu'en 1920. Du fait de la prostitution pour les sinécures, de la stupidité et de la lâcheté des enseignants et du système éducatif américain, on apprend aux jeunes blancs que les esclaves noirs, les péons mexicains et les coulis chinois construisaient ce pays alors que la grande majorité des blancs les dominaient avec un fouet dans une main et un cocktail à la menthe dans l'autre. Mais la documentation des archives raconte une histoire très différente. Lorsque David Wilmot, membre blanc du Congrès, a proposé, en 1845, la résolution Wilmot-Proviso, qui voulait exclure les esclaves noirs de l'Ouest américain, il l'a fait pour réserver ce vaste territoire aux fils du labeur, de la race et de la couleur. Et c'est là, précisément ce qu'étaient la plupart des blancs en Amérique, des fils du labeur, effectuant un travail éreintant, tel que peu d'entre nous aujourd'hui peuvent imaginer. Ils n'avaient aucun système paternaliste de protection sociale, pas de Freedman's Bureau pour leur administrer de douces banalités, pas d'armée de cœur endolorie pour s'inquiéter de leurs difficultés. Ces blancs étaient les soldats de première ligne disponibles pour l'expansion de la frontière américaine. Ils ont conquis le pays, abattu les arbres, défriché et ensemencé la terre. L'élite blanche, riche et instruite en Amérique est héritière malade de ce que Charles Dickens, dans Bleak House appelait la philanthropie télescopique, le souci de la condition des peuples éloignés alors que le sort des parents, dans leur propre précaré, est ignoré. Aujourd'hui, une grande partie de ce que nous voyons sur Turner Television et sur le bien mal nommé Family Channel de Pat Robertson, ce sont des séries télévisées représentant des Noirs enchaînés, fouettés, opprimés. Nulle part nous ne pouvons trouver une chronique cinématographique des Blancs qui ont été battus et tués par l'esclavage blanc. Les 4/5 des esclaves blancs envoyés aux colonies sucrières britanniques dans les Antilles n'ont pas survécu à leur première année. Les soldats de la Révolution américaine et les marins relais de force dans la marine américaine recevaient plus de 200 coups de fouet pour des infractions mineures. Mais aucune émission télévisée ne soulève la chemise de ces paysans blancs pour révéler les cicatrices sur leur dos. L'establishment pleure plutôt sur le sort des pauvres négros persécutés, mais laisse la classe ouvrière blanche, les rednecks et les crackers, ces deux termes de dérision ont d'abord été appliqués aux esclaves blancs, vivre juste à côté des noirs. Peu de choses ont changé depuis le début des années 1800, lorsque les tenants d'opposition statutaire et les propriétaires, qui peuplaient le Parlement anglais, ont proscrit l'esclavage des Noirs dans tout l'Empire. Alors même que ce Parlement était en session pour promulguer cette loi, des orphelins blancs de 5 ans, battus, affamés et fouettés, étaient poussés dans les cheminées du Parlement anglais pour les nettoyer. Parfois, la maçonnerie de la cheminée s'effondrait sur ces garçons. Parfois ils suffoquaient à mort dans ces tunnels de suie. Longtemps après que les Noirs furent libres dans tout l'Empire britannique, la Chambre des Lords refusa d'abolir le ramonage par des enfants blancs de moins de 10 ans. Les Lords soutinrent que ce serait interférer avec les droits de propriété. La vie des enfants blancs ne valait pas un sou et n'était pas considérée comme sujet d'inquiétude humanitaire. La chronique de l'esclavage blanc en Amérique occupe l'étagère la plus sombre, ignorée dans le coin le plus obscur de l'histoire américaine. Si jamais la vérité sur cette époque émergeait dans la conscience collective des Américains, toute la base de l'escroquerie de l'action positive, de l'oppression des minorités et des réparations aux Afro-Américains serait balayée. Le fait est que les travailleurs blancs de ce pays ne doivent rien à personne. Comme l'a si bien dit le député Wilmot en 1845, ils sont eux-mêmes les descendants des fils du labeur. Il n'y aura de paix raciale que lorsque la connaissance radicale des vérités historiques sera répandue et que les deux parties négocieront à partir de positions de force et non de fantaisie sur la culpabilité de classe et l'unicité de la souffrance noire. Disons-le, dans de nombreux cas, les Noirs en esclavage ont été mieux traités que les Blancs pauvres dans le Sud d'avant-guerre de sécession. C'est pourquoi il y avait une telle résistance à la Confédération dans les régions pauvres des montagnes du Sud, comme le comté de Winston en Alabama et les montagnes de Betch en Caroline du Nord. Ces pauvres blancs ne pouvaient imaginer pourquoi un ouvrier blanc voudrait mourir pour la plutocratie, qui possédait des esclaves et qui, plus souvent qu'à son tour, accordait plus de soins et d'attention à ses serviteurs noirs qu'au labeur gratuit des blancs, qu'ils considéraient comme de la camelote. Aujourd'hui, la classe dirigeante blanche dénigre les blancs pauvres et cajole les noirs. Si cela semble admirable du point de vue pathologique du marxisme ou du libéralisme cosmopolite, les bénéficiaires noirs et tiers-mondistes de l'estime de la classe dirigeante blanche devraient considérer quelle sorte de amis ils ont réellement. La Bible déclare que l'homme qui ne s'occupe pas de sa propre famille est pire qu'un infidèle. Cela vaut également pour ses frères de race. L'homme qui néglige ses propres enfants pour prendre soin des vôtres n'a de véritable amour pour aucun d'eux.
des libéraux blancs et non d'eux-mêmes, des conservateurs cupides qui prétendent prendre soin des droits civils, des Noirs et du tiers-monde, rejettent la classe ouvrière de leur propre peuple dans les poubelles de l'histoire. Quand ils auront fini avec les leurs, ils s'occuperont sûrement des autres. Ceux qui se soucient d'abord de leurs pareils ne pratiquent pas la haine, mais la gentillesse, qui est la racine même du mot « gentilé », NDT.